Dans la nuit du 3 janvier, Caracas ne dormait pas encore, mais elle n'était pas prête à ce qui allait suivre. Il est un peu plus de 2 heures du matin quand le silence de la capitale vénézuélienne est brisé par une première détonation. Sourde, profonde, puis une seconde, puis une troisième. Les murs vibrent, les alarmes se déclenchent, les habitants se lèvent dans la panique. En quelques minutes, les téléphones s'illuminent, les réseaux sociaux se remplissent de vidéos tremblantes, et une question surgit, brutale, immédiate. Le Venezuela est-il en train d'être bombardé ? Très vite, les témoignages se multiplient. À Caracas, mais aussi dans les États de Miranda, La Guaira et Aragua, des habitants parlent d'explosions, d'éclairs dans le ciel, de coupures d'électricité, de communications perturbées. Des colonnes de fumée sont visibles au loin. Les images circulent dans le monde entier. Quelques heures plus tard, le gouvernement vénézuélien sort du silence. Le ton est grave, le message est clair. Le Venezuela affirme être victime d'une agression militaire étrangère. L'état d'urgence est décrété. Les forces armées sont placées en alerte maximale. Les autorités appellent la population au calme, mais aussi à la mobilisation. À ce moment précis, une ligne est déjà franchie. Mais personne n'imagine encore jusqu'où cette crise pourrait aller. Car depuis Washington, une déclaration va bouleverser l'équilibre régional. Le président des États-Unis revendique une opération militaire de grande ampleur sur le territoire vénézuélien. Une opération présentée comme ciblée, stratégique et justifiée par des impératifs de sécurité. Puis vient l'annonce la plus explosive. Selon Washington, le président vénézuélien Nicolás Maduro aurait été arrêté lors de l'opération et transféré hors du pays. Une affirmation lourde de conséquences. Une affirmation qui, à cet instant, n'est pas confirmée de manière indépendante. Les grandes agences de presse internationales relaient la déclaration américaine, mais avec prudence. Elles rappellent qu'aucune preuve visuelle, aucun témoignage indépendant, aucune confirmation internationale n'est encore disponible. De son côté, le gouvernement vénézuélien dément toute capture et réclame une preuve de vie. Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? Ce que l'on sait avec certitude, c'est que des explosions ont bien eu lieu, que le Venezuela reconnaît une attaque, que les États-Unis assument une opération militaire et que la tension est désormais à son plus haut niveau depuis des décennies. Mais ce que l'on ignore encore est tout aussi crucial. Quelles étaient exactement les cibles ? Y a-t-il eu des victimes civiles ? Et surtout, où se trouve Nicolás Maduro ? Ces zones d'ombre ne sont pas anodines. Elles sont au cœur d'une bataille politique, diplomatique et médiatique. Car cette crise ne surgit pas de nulle part. Depuis plus de 20 ans, les relations entre Washington et Caracas sont marquées par la confrontation. Sanctions économiques, accusations de corruption, soupçons de narcotrafic, tentatives d'isolement diplomatique. Le régime de Nicolás Maduro est considéré par les États-Unis comme illégitime depuis des années. Les sanctions ont affaibli l'économie vénézuélienne, mais elles n'ont jamais provoqué de changement de pouvoir. Alors fallait-il aller plus loin ? Fallait-il passer du bras de fer économique à l'action militaire ? Cette opération soulève aussi une autre question. Pourquoi maintenant ? Sur le plan intérieur américain, une démonstration de force peut servir à affirmer un leadership, à envoyer un message politique fort ou à détourner l'attention d'autres crises. Sur le plan régional, Washington justifie régulièrement ses actions par la lutte contre le narcotrafic et les réseaux criminels transnationaux. Mais une chose est certaine, capturer un chef d'État en exercice, si cela se confirmait, constituerait un précédent majeur dans l'histoire récente. Le droit international est directement mis à l'épreuve. Pour usage de la force contre un État souverain, est strictement encadré par la Charte des Nations Unies. Dans l'absence A, un mandat explicite du Conseil de sécurité ou une situation de légitime défense immédiate, une telle intervention est juridiquement contestée par de nombreux experts, et les réactions internationales ne se font pas attendre. Plusieurs pays d'Amérique latine expriment leur inquiétude, certains condamnent fermement l'opération, d'autres appellent à la retenue et au dialogue. Des voix élèvent pour demander une réunion de tombée des urgences du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne adopte un ton prudent, appelant à éviter toute escalade et à protéger les civils, car au-delà des discours et des stratégies, ce sont les populations qui subissent les conséquences immédiates. Au Venezuela, la peur s'installe, les déplacements sont restreints. L'économie, déjà fragilisée, encaisse un nouveau choc. Les risques de pénurie, de répression et de violation des droits humains augmentent sous couvert d'état d'urgence. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Une confirmation officielle de la capture de Maduro ? Un démenti retentissant ? Une escalade militaire ? Ou une médiation internationale de dernière minute ? À ce stade, personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est sûre, la nuit du 3 janvier a marqué un tournant. Pas seulement pour le Venezuela, mais pour toute l'Amérique latine. Et pour l'ordre international lui-même.
Dans le silence brisé de Caracas, ce ne sont pas seulement des explosions que le monde a entendues, c'est un avertissement, un signal que l'histoire, une fois encore, est en train de s'accélérer. Est-ce que nous vivons dans un monde où la raison du plus fort est toujours la meilleure ?